Sensoscopie, le podcast de l'intelligence sensorielle. Quand on nage avec les requins, mieux vaut ne pas saigner. Des inspirations essentielles pour décoder nos ressentis, comprendre le monde, notre environnement, pour tous ceux qui cultivent l'art de percevoir et bien plus. Restez vivants dans un monde qui peut parfois sembler trop rapide, trop bruyant, trop violent, trop dispersé, insensé. Je suis Emmanuelle Motte, fœtus devenue grand-mère. J'ai souvent mouru et renaquis. J'ai d'abord été costumière pour tisser des fils et des liens avant de franchir la frontière de l'épiderme et découvrir le costume intérieur qui façonne nos rôles. Équipée de 30 ans d'exploration pratique de nos compétences comportementales, ma capacité à interroger le système sensoriel aide tout ce qui bloque dans des situations complexes. Merci d'avoir choisi l'audio pour vous extraire des écrans et favoriser une écoute intime et confidentielle. Bienvenue dans le 36e épisode de Sensoscopie. Nous allons explorer l'intelligence sensorielle de Daniel Gambino. Son expertise artistique est une aventure créative d'une grande richesse. Avec elle, l'art est aussi un langage du corps, une transe, une manière de survivre, puis de se libérer. De l'enfance aux scènes de théâtre, de la révolte punk aux pratiques méditatives, Daniel traverse les cadres, les fait éclater et invente des espaces où l'on peut sentir, écouter, oser. À la frontière entre art et thérapie, elle défend une éthique de la présence et une quête essentielle, retrouver l'enfant libre en soi. Tout un programme que je vous encourage à écouter pour inspirer vos vies avant de poser vos intentions avec la saison des vœux qui approche. C'est pourquoi je laisse sans plus attendre mon invité se présenter. Je suis Daniel Gambino, directrice artistique indépendante. Tout un programme. Avant qu'on explore un peu plus loin votre parcours et ce que vous faites aujourd'hui, j'aimerais qu'on revienne à cette photo que vous avez amenée de cette petite fille absolument charmante. C'est quoi l'environnement sensoriel de cette époque ? C'est une photo qui a été faite lorsque j'avais peut-être 3 ou 4 ans, je pense. Je suis assez jeune sur cette photo. Et j'ai voulu prendre une photo d'avant mes 6 ans. Je pense que c'est une période où j'étais, dans mon souvenir en tout cas, c'est comme ça, très libre, très en contact avec mes émotions, très en contact avec mon corps, avec assez peu de contraintes dans mon expression, en tout cas physique, organique, corporelle. Et je pense que tout ce que je suis devenue ensuite, aujourd'hui c'est comme ça que je le vois, prend sa racine à cette époque, dans cette espèce de liberté que je m'accordais à être pleinement moi-même, dans ses excès aussi, et dans des choses assez folles. À 3-4 ans. Ouais, entre 3 ans et 6 ans, je m'autorisais à être pleinement libre dans ma façon d'exprimer les choses à travers des mouvements qu'aujourd'hui je peux qualifier comme étant un peu une sorte de transe, puisqu'après j'ai exploré effectivement de façon plus sérieuse en tout cas ce qu'est la transe et comment ça peut s'exprimer à la fois dans l'art mais aussi dans différents courants chamaniques, etc. Mais enfant, entre l'âge de 3 ans à peu près et l'âge de 6 ans, j'avais une façon de m'exprimer qui était très proche de ça, oui, et qui était même complètement ça, puisque, bon, voilà, hein, ça a conduit ma mère à m'emmener voir des médecins et tout ça. Ah, carrément. Oui, oui. Donc ça veut dire que dans... C'est un peu étrange. Ouais, non, je vois. Ça veut dire qu'il y a le souvenir sensoriel de sensations qui, pour une petite fille de 3-4 ans, était quelque chose de complètement normal et de joyeux et complètement vous-même, mais qui, vu du monde des adultes, était inquiétant. Et du coup, vous ont emmené à consulter. Tout à fait. Alors, c'est exactement ça. C'est-à-dire que je pense que moi, j'exprimais les choses. Alors, j'exprimais à la fois mes rejets, mes adhésions, ma joie, etc., de façon excessive et un peu exagérée. Et parfois même très amplifiée, parce que je pense que c'était une façon aussi de vraiment marquer les esprits ou m'affirmer
peut-être autrement que par la parole, parce que je pense qu'à cette époque-là, j'avais du mal à exprimer les choses de façon claire par la parole. J'étais très timide, alors je pouvais l'exprimer beaucoup plus facilement par le corps. Et donc forcément, de l'extérieur, alors ma mère m'autorisait vraiment à être moi-même, je pense. C'est comme ça que j'ai gardé en mémoire. Mais tout autour d'elle, il y avait des gens qui lui disaient non, mais c'est pas normal. En tout cas, ma mère, on en a reparlé souvent en fait de cette période. Et elle-même, quand elle a effectivement entendu parler de ce qu'on qualifie aujourd'hui d'atypie ou d'hyperactivité aussi, elle me dit qu'effectivement à l'époque c'était comme ça qu'on aurait perçu les choses. Ouais. En tout cas, c'est comme ça aussi que les médecins lui ont dit que j'étais une enfant hyperactive. C'est un mot qui avait été évoqué, cette hyperactivité. Mais en même temps, en fait, j'étais pas tout le temps comme ça. C'est ce qu'elle me dit. Je pouvais être très calme, très solitaire, très posée pendant des heures aussi, me mettre à jouer toute seule dans mon coin. J'étais pas tout le temps comme ça. J'étais comme ça dans certaines circonstances. Et quand il y avait quelque chose qui me déplaisait ou que je voulais en fait me faire remarquer d'une certaine façon. Donc, par exemple, je jouais des rôles quand j'étais en société, quand j'étais dans la rue, quand j'étais dans certains contextes où ça pouvait être gênant. C'est assez proche en fait de ce qu'on voit dans le film de... Quand j'ai vu Les Idiots de Lars von Trier, je ne sais pas si vous avez vu ce film, j'ai beaucoup pensé à moi à cette époque. Cette espèce de... Dans le film, on voit des gens qui jouent à faire les handicapés. Par exemple, c'était un de mes jeux préférés, ça, de faire l'handicapé. Et donc... Mais d'aller jusqu'au point de rupture, c'est-à-dire au moment où on sent dans l'œil de l'autre qu'il y a un vrai doute. Voilà. Mais en tout cas, voilà, ce que j'avais envie, c'était de déstabiliser, en fait, de créer du dérangement, de créer de la surprise, de bousculer, en tout cas, quelque chose d'établi, quelque chose qui était trop, trop convenu, où j'avais l'impression que tout le monde parlait faux. Je me rappelle de ça, de mon souvenir. J'avais l'impression que tout le monde parlait faux, les gens parlaient faux, les voix étaient transformées. Ce truc un peu qu'ont parfois les gens dans certains contextes où ils se mettaient à parler d'une certaine façon. Voilà. La bienséance. La bienséance, voilà. Je pense que j'aimais pas ça et que j'avais envie de... En fait, c'était une façon de mettre un pied, je veux dire, un coup de pied dans un panier, en fait, hein, tout foutre par terre. Donc cette petite fille, dans son souvenir d'avoir une liberté, avant 6 ans en tout cas, oui. Qui est la photo de l'époque, et avec une façon d'oser quand même sortir du cadre. Ah oui, j'osais complètement sortir du cadre, et c'est ce que j'ai perdu après l'âge de 6 ans, parce que je suis rentrée dans... Il y avait des conditions à l'époque qui fait que ma mère, parce que moi j'ai été élevée dans une secte par ma mère. Une secte oui, une secte chrétienne. Et donc, dans ce contexte-là, il y a eu quand même beaucoup plus de pression. Parce qu'en fait, comme je perturbais quand même, moi, je pense aussi que c'était lié à ça, hein, le fait d'avoir ces mouvements un peu de transe. Parfois, je jouais la possession, par exemple. Je pouvais me rouler par terre, baver, des trucs comme ça. Comme pour leur faire peur ? Oui, je pense, ouais. Alors, ça passait pas par le mental. C'est pour ça que, quelque part, je pense que tout ça a beaucoup inspiré des choses que j'ai fait par la suite, ou que j'ai essayé de comprendre, ou de retrouver, ou d'expérimenter, en tout cas. Je pense que j'ai essayé de retrouver cet état-là, en fait, quelque part, par diverses expérimentations, notamment dans le théâtre, puisque j'ai été longtemps comédienne. Mais en tout cas... Quand ça s'est passé, je pense que ça ne passait pas du tout par la tête. Je ne me disais pas, je n'avais pas de stratégie. J'étais une enfant, j'étais une toute petite fille. Donc c'était comme ça, ça sortait. Spontané. C'était spontané, oui. C'était un mouvement du corps, ça partait des tripes. Comment vous reconnectez à cette liberté sensorielle-là ? Je me suis sentie en tout cas brimée à un moment donné. Et j'ai eu la sensation de devoir déployer beaucoup d'énergie pour m'adapter socialement. J'ai compris qu'en fait, il fallait quand même pouvoir être adapté, je veux dire, à l'école, etc. Je ne pouvais pas continuer à être comme ça. Donc, à un moment donné, j'ai
j'ai essayé de comprendre comment ça fonctionnait, les conventions sociales, se tenir bien dans une maison, être poli, etc. Donc je me suis adaptée, je suis devenue très adaptée. Et après, j'ai perdu le contact, parce que c'est ça qui se passe. Quand on déploie un gros effort d'adaptation, c'est qu'au bout d'un moment, on ne se rappelle plus. Enfin, même si on a le souvenir, on sait plus, on retrouve plus forcément le fil pour réexprimer ça. Donc il m'a fallu beaucoup de temps et je pense que je l'ai vraiment retrouvé au théâtre. Parce que finalement, le théâtre, c'est aussi un espace d'amplification et d'exagération. Et voilà, moi j'étais dans un milieu où effectivement il y avait un côté sectaire du côté de ma mère, de par ses croyances. Enfin, ma mère n'était pas du tout sectaire, mais elle était elle-même dans un système de croyances et religieux qu'elle a quitté ensuite, qui l'était. Et puis, mes parents étaient siciliens tous les deux, donc moi j'ai grandi quand même dans un contexte très, je dirais, traditionnel en fait, quand même. Donc j'étais un peu étouffée, et c'était de la survie, hein. Je pense que, moi je le ressens comme ça, c'était de la survie. Le fait d'exprimer les choses comme ça, avec beaucoup d'amplification, d'exagération, de jeu, de casser les trucs, d'être parfois un peu insupportable aussi, ça a permis de faire en sorte qu'en fait on me laisse tranquille d'une certaine façon. On me laisse tranquille dans un certain espace où je pouvais du coup donner libre cours à mon imagination. Et l'espace dans lequel je me suis sentie le plus libre, finalement, c'était dans la nature. Et cet espace-là, c'est l'espace où moi, j'ai trouvé l'endroit pour me ressourcer. C'était comme une... Et ça reste aujourd'hui toujours, hein. La source, c'est vraiment la nature, l'écoute, voilà. Je pense, ce contact avec le monde visible, le monde invisible, le silence, ça, je dirais, c'est mes racines, c'est mon terreau. C'est là que j'ai pris toutes les ressources pour à la fois survivre à une éducation qui aurait pu me casser, parce que je pense qu'une éducation comme ça peut casser plein de gens. Même si mes parents avaient plein d'amour pour nous, mais je veux dire, malgré tout, des fois on ne survit pas à des éducations trop rigides. Et ça m'a permis, voilà, de survivre à la fois en exprimant les choses avec beaucoup d'exagération, d'amplification et de jeu, et puis en prenant je dirais, voilà, ma nourriture spirituelle, en tout cas, dans la nature et dans le vivant, en fait. Mais ça fait penser à comme une reconfiguration spirituelle, en fait. C'est-à-dire qu'il y a Complètement. cette image d'un environnement d'enfant et un ressenti qui est dissonant, en fait. Oui. Comment cette petite fille, elle grandit? À un moment donné, vous disiez, ça se referme un peu, cette liberté, et puis ça réapparaît. À quel moment? Il y a un élément déclencheur, il y a des rencontres, il y a quelque chose qui fait que là, vous sentez qu'il y a quelque chose à suivre comme cheminement, et que votre intelligence sensorielle va capter que là, c'est bon pour moi. Je pense que c'est les choses. Bon, je me suis bien conformée, je me suis adaptée pour pouvoir, voilà, exister dans ce monde-là. Et puis tout a rééclaté à l'adolescence, comme c'est souvent le cas. Voilà. Ce qui a été déclencheur, je pense, encore une fois et toujours, c'est l'art. Moi, je pense que dans mon cas, c'est le contact avec, au départ, la musique. La découverte de la musique, voilà, c'était les années 80, donc j'ai découvert la musique en même temps que le punk. Et d'ailleurs, je suis partie très tôt à Londres, parce que j'ai fait mon premier voyage seule, j'avais 14 ans. Je suis partie seule avec une copine à Londres. Où, on était là, période punk, moi je suis revenue, tout s'est transformé. J'ai écouté notre musique, je me suis coupé les cheveux, je me suis teint les cheveux. Enfin, je dirais que tout, ça a jailli comme un volcan. C'est parti dans tous les sens, avec une énergie folle, la révolte, j'ai tout cassé. J'ai insulté mes parents, voilà, je suis partie en sucette, quoi. Mais en même temps, avec quand même, je dirais, j'avais une bonne éducation, donc j'ai pas fait n'importe quoi non plus. J'ai resté quand même une bonne élève à l'école, voilà. Mais j'ai quand même j'ai fait péter les cadres, voilà, c'est ça. Et ça a été violent, très violent. Un rapport très violent avec mes parents, très dur. Aussi violent, je pense, que pouvaient l'être mes réactions d'enfant parfois quand je faisais
certains trucs un peu fous dans la famille, etc., que je jouais des jeux. C'est revenu, en fait, à l'adolescence, mais sous forme de révolte. Voilà, j'ai commencé à sortir beaucoup, je suis allée voir plein de concerts. La musique, hein, vraiment, le truc de départ, c'était la musique. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de concerts, écouter beaucoup de choses, aller beaucoup en boîte. Voilà, je sortais tout le temps. Et puis la littérature, la poésie. Voilà. Moi, je lisais beaucoup de poésie, je lisais beaucoup de livres. J'étais vraiment nourrie par ça. Ce qui me... Voilà, le cinéma de Fassbinder, qui m'a beaucoup, beaucoup influencée quand j'étais adolescente. Euh, Et je pense que tous ces petits éléments-là m'ont fait penser à un moment donné qu'il fallait déjà me barrer d'où je vivais, parce que je vivais à Nice, et qu'il fallait que je parte loin pour être moi-même, pour être libre. C'est pour ça que je suis partie assez tôt à Paris. J'avais pas encore 20 ans. Et puis l'art, voilà, l'art. La seule chose qui m'intéresse, hein, qui m'anime, qui m'inspire, c'est l'art, le milieu artistique, les artistes. C'est une forme d'expression vibratoire, finalement. Complètement. En fait, quand au début de notre entretien, vous dites ah bah j'ai choisi cette photo parce qu'il y a cette petite fille qui n'est pas encore contrainte, qui est libre, on sent que vous recherchez cette liberté-là, en fait. C'est-à-dire de pouvoir être tel que vous êtes, à ressentir cette énergie qui, en tout cas, va péter le cadre, comme vous dites, à certains moments, mais il y a une conviction profonde que c'est ça, qu'il n'y a qu'à cet endroit-là que ça va pouvoir être viable. C'est exactement ça. C'est-à-dire qu'en fait, quand j'étais enfant, je pense que j'avais cette liberté-là qui était comme ça un peu partout, de façon un peu anarchique, entre guillemets, parce que j'avais pas les règles. Après, je me suis mis dans les règles sociales. Quand j'ai découvert le théâtre, j'ai découvert que dans cet espace-là donné, qui était l'espace du théâtre, le cadre de scène, on pouvait tout expérimenter. J'ai même été des fois un peu trop loin d'ailleurs, parce qu'en fait il y a quand même des limites, il y a des règles dans le théâtre aussi, mais en tout cas on peut tout expérimenter, on peut aller chercher soi-même, voilà, en fait tout est possible. Et après j'ai compris aussi que dans le cadre de l'art en général, on peut tout expérimenter. Bon après, évidemment, le cadre, il y a toujours un cadre, évidemment, il y a respect de l'autre, il y a un dispositif. Il y a dispositif, etc., le consentement d'autrui, tout ça. Moi, parfois, je débordais un peu. Parce qu'en fait, quand j'ai commencé à faire du théâtre, je débordais un peu au début, parce que ça partait dans tous les sens. C'était un peu comme quand j'étais petite. Un peu, voilà. Donc j'ai appris à cadrer, j'ai eu des enseignants qui m'ont aidé à cadrer, à canaliser mon énergie. Voilà, pour en faire quelque chose qui est devenu mon métier, parce que j'étais comédienne longtemps. Et voilà, ça pouvait pas, j'aurais pas pu, sinon, voilà, au début, c'était... mais c'était génial quand j'ai redécouvert ça. Je sais pas, ça m'a sauvé la vie, en fait. Parce que j'ai tout fait, en fait. Et dans ce métier de comédienne, à un moment donné, ça prend quelle forme? Comment vous vous appropriez justement toutes ces techniques? Et ça prend comment vous faites exister ce mariage entre ce ressenti profond, ce besoin d'être resté en contact avec une forme de sauvagerie, on va dire, domestiquée? Quelle forme ça prend? Moi, le théâtre, c'était beaucoup d'expérimentation. J'allais sur tout ce qui se présentait au départ pour trouver ce qui me convenait le mieux, ma voix. J'ai compris aussi qu'en fait, j'ai compris au fil du temps en fait que je faisais du théâtre aussi quand même par besoin thérapeutique, puisque finalement c'est une sorte de thérapie pour moi le théâtre. Donc j'ai expérimenté tout, j'ai fait toutes sortes de pièces, de théâtre contemporain, des classiques, des choses comme ça. Et puis petit à petit, par élimination, en fait, je suis allée vers du théâtre organique, de l'expérimentation, de l'improvisation, du clown, de la performance. J'ai fait du clown pas mal aussi. Bon, je détestais ça, hein, mais le fait de faire du clown, ça m'a aussi aidé à me réapproprier la notion d'exagération, parce que dans le clown, on travaille beaucoup là-dessus, l'amplification.
Et puis après, j'ai cherché aussi en utilisant des techniques qui venaient plutôt de la méditation et finalement du monde de la thérapie aussi, voilà, du développement personnel. Et j'ai associé un peu tout avec une certaine liberté. Voilà, je suis allée chercher dans la méditation, dans la thérapie, des choses qui m'intéressaient et que je pouvais mettre sur le plateau pour expérimenter. Toujours, pareil, le chemin intérieur, parce que en fait, c'est ça qui est intéressant, hein, c'est d'aller chercher en soi. Moi, je pense que tout est là tout le temps, en fait. Tout est là, on a tout au départ. Après, voilà, tu prends un chemin, il ne te correspond pas, tu en trouves un autre. En tout cas, c'est toujours la liberté qui prime. Moi, dans le théâtre, en fait, j'ai rencontré beaucoup de gourous parce que c'est un milieu dans lequel il y a beaucoup de gourous, comme dans le développement personnel, comme dans la méditation. Donc dans tous ces chemins, toutes ces expérimentations, j'ai rencontré beaucoup de gourous. Mais comme moi je suis née dans une secte et que j'ai rencontré les gourous à ma naissance, vous aviez du discernement. Je dirais que personne peut avoir de pouvoir sur moi d'une certaine façon. C'est l'avantage d'être tombé un peu dans la marmite quand on est petit. Donc je pouvais aller expérimenter avec des gens et puis dégager du jour au lendemain parce que je m'en foutais. J'ai trouvé intéressant aussi de décrypter les rapports de pouvoir aussi. Oui. Ça, c'est intéressant. Parce que quand on travaille avec les autres, ce que j'ai fait après dans une autre partie de ma vie, de travailler avec les gens, de créer moi-même des espaces, je dirais, d'expérimentation, c'est intéressant de comprendre les rapports de pouvoir. Déjà, pour se créer à soi-même sa propre éthique, parce que c'est facile de prendre du pouvoir sur des gens qui sont en recherche et qui sont parfois fragiles émotionnellement. Donc voilà, j'ai beaucoup aussi regarder ces rapports à l'œuvre, notamment dans l'espace théâtral. Et c'est des sujets sur lesquels, bon voilà, moi je me suis beaucoup intéressée à ça et dont on parle beaucoup ces dernières années. On en parle beaucoup sur la question des violences sexuelles et sexistes, sur les rapports d'harcèlement et de pouvoir dans les plateaux de cinéma, de théâtre. Mais en fait, c'est assez étendu au-delà. C'est partout. Voilà, c'est partout en fait. C'est partout. En tout cas, ce que vous dites, c'est que cette énergie, cette sensibilité, cette liberté d'enfant que vous recherchez et qui peut s'exprimer dans un cadre de scène, une structure artistique théâtrale, à un moment donné, quelque part, rencontre la thérapie. Oui. J'ai déjà mon propre chemin thérapeutique, parce que j'ai moi-même fait des thérapies. Donc j'ai cherché aussi, je me suis cherchée moi-même sur le plateau de théâtre, mais aussi dans l'espace thérapeutique, en faisant des thérapies psychanalytiques, thérapies freudiennes, jungiennes, voilà, de la gestalt et d'autres types de thérapies. Et puis ensuite, j'ai eu envie de transmettre, j'ai toujours eu cette envie de transmettre, en fait. Au départ, plutôt à des gens que je connaissais, que j'aimais bien, je me disais, mais ça c'est génial, ça va les aider. Voilà, l'idée toujours de communiquer, en fait, quand même. Et puis, du coup, j'ai créé l'espace que j'aurais voulu trouver, je pense. J'ai créé des stages dans les années, début des années 90, qui étaient des stages de théâtre au sens large, on va dire. C'était des espaces dans lesquels j'utilisais beaucoup la transe. C'était quel public ? Au début, il n'y avait que des artistes, donc des comédiens, des musiciens, des plasticiens. C'était un peu les gens du bouche à oreille qui étaient autour de moi. Et puis après, ça s'est ouvert à des gens qui n'étaient pas du tout spéciaux, enfin pas qui ne faisaient pas ces métiers-là, mais qui étaient des gens qui avaient envie d'expérimenter des choses pour eux. Voilà. Et le principe, ça s'appelait Libre Présence. Et je pense que le principe, ce qu'on cherchait, et ce que j'ai toujours cherché, je crois, c'était quand même à reconnecter les gens avec cette énergie d'enfance, en fait, finalement. Ça, ouais. Ce que j'ai cherché pour moi, finalement, je me suis dit que c'était valable pour tout le monde et qu'il y avait, bon, effectivement, il n'y a pas qu'un seul chemin pour y parvenir. Donc moi, je proposais un protocole qui était très corporel, du coup, qui était très corporel, voilà, c'est ça, mais pas que corporel quand même. On avait quand même, c'est quand même des techniques théâtrales. On travaillait sur les identités, on travaillait sur, voilà, sur des
personnage, etc. Et on utilisait aussi des expérimentations. Toujours, encore une fois, c'était un petit peu un condensé de mon chemin personnel, parce que je l'avais créé. Donc, par exemple, je travaillais beaucoup dans la nature. On partait, les yeux fermés, on utilisait des sons, on se faisait Très guider par les sons. sensoriel. C'était très sensoriel. Et donc l'idée, c'était d'ouvrir complètement les sens et de basculer dans autre chose. Parce qu'en fait, quand on crée le silence en soi, il se passe d'autres choses, on s'ouvre à d'autres champs. Oui, donc on était vraiment dans de l'expérience sensorielle de terrain, Oui. avec la nature. Mais on pouvait le faire avec des intentions. Aussi, on travaille beaucoup avec les intentions. Voilà, ça c'était un des exercices qu'on faisait. On pouvait créer. Enfin voilà, quand je dis des intentions, par exemple, on pouvait travailler sur des thématiques comme le secret, la confidence, et créer des rituels. On travaillait beaucoup sur le rituel aussi. On inventait des rituels. Mais toujours le jeu, la notion de jeu. Un peu comme les actes psychomagiques de Jodorowsky. J'ai découvert en fait Jodorowsky après ces stages-là. Et j'ai découvert Jodorowsky effectivement parce que d'un coup il y avait beaucoup de similitudes, je dirais, avec ce que moi j'avais trouvé par d'autres chemins. Ouais. Voilà, parce que je pense que Jodorowsky il avait créé tous ces trucs aussi en allant chercher aux mêmes sources. Hein. Et après avoir animé tous ces stages, en fait, voilà, j'ai découvert Jodorowsky, j'ai appris du coup le tarot avec son entourage proche, et puis après chez lui aussi. Dans son salon, je suis allée me poser dans son salon quelquefois. Parce que c'est vrai qu'il y a ce côté symbole, art, psy, mais aussi les liens qu'on peut faire avec l'expression artistique, beaucoup. L'important, c'est d'ouvrir en fait les champs en toute liberté. Le plus important, c'est ça. Il faut lâcher les peurs. Parce qu'en fait, la plupart des gens, ils ont peur. Ah non, mais ça c'est dangereux. Ah ben ça c'est de la sorcellerie. Ah non, mais la transe, oulala, etc. Non, il faut lâcher parce qu'en fait, expérimenter. Il faut expérimenter. Il faut expérimenter à travers son corps, expérimenter à travers la vie, expérimenter la nuit, le jour. Il faut expérimenter dans un cadre ses rêves. sécure. Dans un cadre sécure pour soi. Comment chacun définit son propre cadre sécure. Comment on définit son cadre sécure si on n'a pas de repères? En se frottant au danger. C'est la seule façon de découvrir la sécurité, c'est de se mettre à la limite. Les limites, elles sont toutes différentes pour chacun d'entre nous. C'est en allant, il faut être connecté avec soi, il faut être centré. Et comment on fait pour être centré? Pour être centré, il n'y a pas de recette. Il faut que chacun trouve sa propre façon d'être centré. C'est être à l'écoute de son corps, être à l'écoute de son ressenti, être à l'écoute du ventre qui fait mal, être à l'écoute du cœur qui bat trop vite, être à l'écoute des rêves qui viennent nous raconter des choses sur nous-mêmes. C'est ça, être centré. Et si on écoute ça plus que des injonctions extérieures, et aujourd'hui c'est difficile pour les jeunes en fait qui arrivent, moi aussi j'ai un fils qui est jeune et tout ça, parce que on est très sollicité par les réseaux sociaux et par des choses qui mangent l'attention. Donc en fait, il faut garder son attention. C'est ça le secret. Si on se fait bouffer si notre attention est bouffée par l'extérieur, quel que ce soit les réseaux sociaux ou n'importe quoi d'autre, c'est fini. On ne peut pas être centré, c'est impossible. Ça demande du silence et du calme. Ça demande du silence et du calme. Voilà, exactement. Et de sentir le contact. Ça, c'est l'enseignement de la méditation. Le premier truc que j'ai fait de toute ma vie, c'était découvrir la méditation. Comment vous avez découvert la méditation? La première fois? La première fois, j'ai rencontré une femme qui revenait d'Inde et qui avait fait la méditation Vipassana. Elle m'a dit c'est merveilleux, ça a changé ma vie. Vous l'avez fait où la méditation Vipassana? Je me suis dit il faut que j'essaie. La méditation Vipassana, c'est 10 jours assis en silence, sans parler, sans regarder, et voilà. Avec des instructeurs avec qui on peut débriefer. Des enseignants. Avec qui on peut débriefer si on le souhaite. Moi, j'ai jamais débriefé, mais on peut le faire. Voilà. Donc, c'est une expérience de méditation traditionnelle. Et moi, j'ai fait ça en fait au centre Vipassana, il y en a qu'un seul en France. Il venait d'ouvrir en fait quand j'ai fait. Donc, c'était au début des années 90. Je sais plus quand est-ce qu'il a ouvert exactement, mais voilà, j'y suis allée la première année. Et ça a changé ma vie. Il y a eu un avant et un après Vipassana.
Je pense que j'étais très très agitée mentalement euh, avant de m'asseoir comme ça en tailleur juste et puis d'écouter tout ce bruit qu'il y avait dans ma tête. C'était incroyable. S'asseoir. La méditation vipassana, il n'y a rien de plus simple. On observe sa propre respiration. Donc en observant sa propre respiration, donc quelque chose d'organique qui est, voilà, tout le monde respire, hein, inspirer, expirer. On se retrouve à évidemment très rapidement observer ses pensées, ses propres pensées. Oh non, c'est insupportable, oh non, machin, etc. Et très très vite, on respire à l'intérieur de ça, et très vite, comme ça, on avance, on se rend compte de toutes les injonctions qu'on a, on nettoie sa vie. Physiquement, de pouvoir rester assis pendant 10 heures, ça ne demande pas d'avoir déjà des articulations un peu dénouées? Ouais, j'étais plus jeune. Non, je rigole, mais c'est vrai que bon, ouais, c'est pas facile, hein, bien sûr. Moi, je me rappelle avoir beaucoup souffert au départ. Je trouvais ça hyper dur d'être assis comme ça, pas bouger. Enfin bon, c'était dur, c'était très dur. Et puis pas parler aussi, parce que Qu'est-ce qui vous a permis de tenir? la méditation elle-même. Il y a un protocole. Au départ, on observe uniquement une partie de son corps, et après, on observe la totalité de son corps. Une fois qu'on maîtrise un peu plus son attention, et donc son vrai corps, ses pieds, ses jambes, ses genoux, ses cuisses, son ventre. Le corps ressenti. Le corps ressenti, voilà, c'est ça le principe de la méditation. Observer le corps ressenti. Et en observant le corps ressenti, on observe du dur, du pénible, du doux, du sang ressenti. Le sang ressenti, c'est encore un ressenti, etc. Et on respire à l'intérieur de ça. C'est le principe de la méditation, donc c'est très très difficile. Au début, c'est insupportable. Déjà, on apprend à maîtriser son attention comme on apprendra à maîtriser un cheval. Comment, à un moment donné, le métier de comédienne et de formatrice, finalement, le métier de comédienne, de formatrice, de transmetteuse, d'animatrice du corps et du jeu, comment ça évolue vers votre métier d'aujourd'hui? Donc j'ai réussi à amener ce travail-là dans un contexte plus institutionnel, ce qui était une étape pour moi importante aussi par rapport à mon parcours personnel quand même. Pas oublier que je me sentais inadaptée, j'ai fait beaucoup d'efforts d'adaptation, donc c'était une sorte de reconnaissance un peu. Et je sentais aussi par exemple le déclic est arrivé quand j'ai joué Mademoiselle Julie de Strindberg en Guadeloupe, d'adaptation. Et ouais, je pense que je suis montée sur scène à un moment donné, et en fait je me disais que quand même ça avait commencé à avoir moins de sens pour moi de faire ce métier. Donc là j'étais perdue quand même, parce que quand on a fait ça pendant longtemps, 20 ans et tout ça, c'est pas évident de se dire qu'est-ce que je vais faire maintenant. Voilà, donc j'ai repris des études à la fac de théâtre pour boucler quelque chose, je pense. J'ai pas mal travaillé sur l'écriture aussi. Je travaille avec Daniel Lemayeux, qui est décédé aujourd'hui, mais qui est un homme incroyable, et puis dramaturge. Et puis j'ai fait toute une recherche liée à ma propre famille. Ça m'a permis de retisser des liens aussi avec des choses que je n'avais pas explorées, qui était aussi mon grand-père qui, qui était conteur et qui travaillait pour le théâtre des Poupis. Les Poupis? Oui. Les Poupis siciliennes. Ouais, les Poupis siciliennes. Les marionnettes, en fait. Les marionnettes, voilà, c'est ça. Qui sont des marionnettes classées au patrimoine de l'UNESCO aujourd'hui, qui ont été une tradition très, très ancienne et très intéressante, mais auquel je ne m'étais jamais vraiment intéressée. Et j'ai exploré en fait du coup un peu l'histoire familiale, et aussi ça m'a permis de comprendre des choses de moi-même. Donc je suis partie faire une partie de cette recherche en Sicile, dont une partie avec mes parents que j'ai emmené avec moi. C'était marrant de reboucler du coup avec la petite fille et qui a appris suffisamment pour emmener ses parents sur les terres de leurs ancêtres finalement. Tout à fait. Parce que vous n'êtes pas né en Sicile. Pas du tout. Donc les parents, par contre, eux, étaient nés en Sicile et...
Mes parents ne sont pas nés en Sicile non plus, mais ils étaient siciliens tous les deux. Ma mère était née en France, hein, d'une famille très sicilienne, mais c'était la dernière fille, donc elle était née ici, alors que ses frères et sœurs étaient nés en Sicile. Et, euh, et mon père était né en Tunisie, donc d'une famille sicilienne. À l'époque, beaucoup de Siciliens vivaient en Tunisie, parce que la Tunisie est juste en face de la Sicile, et ils partaient en Tunisie parce qu'il y avait plus de travail en Tunisie qu'en Sicile. Il fuyaient un peu la misère. C'était le cas de sa famille. Et son père, justement, était parti en Tunisie parce qu'il y avait un théâtre de Pupi sicilienne à Tunis. Mais ça, vous n'en aviez jamais entendu parler, enfant? Non, pendant longtemps, mon père ne m'a pas parlé de ça parce que non. Donc quand vous êtes allé vers le théâtre, il n'y avait pas du tout la notion de faire ce que le grand-père faisait. Alors pas du tout, absolument pas. Et puis d'abord je crois pas du tout que j'étais pas du tout au courant de ça. Et puis ce qui est un peu en fait, ce qui m'a fait, j'ai découvert que mon grand-père faisait ça parce que j'ai fait un voyage en Tunisie. Je suis allée en Tunisie avec mes parents quand j'étais ado, mais après j'ai refait un voyage en Tunisie entre 20 et 25 ans dans cette période-là. Et dans les souks à Tunis, j'ai trouvé une marionnette sicilienne, mais authentique. Donc, c'est des grandes marionnettes hein, qui font 1,20 m. Et je l'ai achetée. Et j'ai trouvé ça incroyable. Mais je ne savais pas du tout que c'était une marionnette sicilienne. Et d'ailleurs, je pense que le gars qui me l'avait vendue m'avait dit que c'était une vieille marionnette, mais il ne savait pas lui-même l'histoire de cette marionnette. Et je l'ai ramenée. Et quand j'ai ramené cette marionnette et que mon père l'a vue, il m'a dit que c'était une marionnette sicilienne et que cette marionnette-là, c'était des marionnettes qui venaient du théâtre de Poupe où son père était conteur, etc. Donc en fait, après, je dirais que quand j'ai repris mes études bien des années plus tard, parce que je suis retournée à la fac pour boucler un peu mon chemin et mon parcours de comédienne, je dirais que j'étais là pour raconter l'histoire de ma marionnette. D'une certaine façon. C'est une jolie métaphore. Oui, c'est un peu ça. Hein. Donc cette marionnette qui est toujours chez moi d'ailleurs, mais qui avait besoin qu'on raconte son histoire. C'est ce que j'ai fait. Voilà. Et j'ai encore tout un chemin à parcourir, à explorer, puisque j'ai beaucoup filmé pendant ce voyage. Donc j'ai des heures de film. Et voilà. Et vous aimeriez en faire quelque chose? Ouais, j'aimerais bien en faire un film. Aujourd'hui, ouais. Mon voyage en Sicile, à la recherche des marionnettes avec mes parents. Et eux-mêmes à la recherche de leurs racines. Puisque donc aucun d'entre nous n'a vraiment vécu en Sicile, jamais. Mais bon, dans ce voyage-là, on a découvert les marionnettes, mais on a aussi découvert une partie de notre famille et tout ça. Donc c'est un voyage qui a été hyper important pour nous trois. Ça a créé du lien aussi avec... Ça a reconfiguré le lien avec vos parents aussi. Oui. Et en fait, on a retrouvé donc une partie de la famille, ils nous ont reçus, et dans leur livre de photos familiales, il y avait une photo de moi. Donc ça a été peut-être cette photo-là, la même que je montre d'ailleurs, quelque chose de cette époque, la même époque d'ailleurs, de moi enfant. Quelqu'un avait dû amener des photos, voilà, comme ça se faisait, et puis laisser voilà, des photos. Et du coup, je trouvais ça fou de me dire, ah ben voilà, en fait, je suis dans un livre de photos en Sicile, mes racines sont vraiment là. Et ça m'a permis de me sentir beaucoup plus ancrée. Et ça a calmé quelque chose, je pense, en moi. Ça a bouclé quelque chose, parce que suite à ça, j'ai pu vraiment décider de ne plus être comédienne. C'est à la suite de ce voyage. Entre tous vos outils, est-ce qu'il y en a un qui a émergé plus particulièrement À cette époque-là, j'avoue, quand j'ai eu terminé cette recherche, ces années, voilà, j'ai eu mon diplôme à l'université, à la Sorbonne, blablabla. Enfin bref, tout ça, c'était parfait. Je pense que j'avais tout bouclé. Là, j'étais apaisée. Et en fait, j'ai travaillé à la télé à ce moment-là. Ça, c'était un peu, voilà, pour gagner ma vie. Voilà, en faisant de la prod à la télé.
Et puis, et je travaillais pour des rédactions aussi, France 2, France 3. Et puis, à un moment donné, c'est par la musique que c'est revenu à moi. Et on m'a proposé, en fait, de faire un peu du coaching scénique avec des musiciens, musiciennes. Et puis, je commence à faire ça, un peu comme ça. Et puis après, de fil en aiguille, par hasard, j'ai postulé, parce qu'un lieu allait ouvrir à côté de chez moi, un centre musical. J'avais su ça, donc j'ai postulé de façon spontanée, en fait. On m'a recrutée. Et c'est là où vous avez commencé votre métier de directrice artistique? En fait, pas tout à fait. Au début, on m'a recrutée pour faire un peu de travail sur le territoire, parce que c'était dans le quartier où je vivais. Je vis dans la Goutte d'Or à Paris, dans le quartier de Barbès. Le lieu se trouvait aussi dans ce quartier, donc voilà, il fallait préparer l'ouverture de ce lieu. Donc j'ai fait un peu à la fois du suivi de chantier, à la fois rencontrer des assos, à la fois, enfin voilà. J'ai découvert un métier en le faisant. Enfin, je veux dire, il n'y a pas une méthodologie, parce que de toute façon, j'étais un peu toute seule au départ. Voilà, bon, c'est une aventure un peu unique de vivre ça, comme ça. En fait, c'était un lieu qui allait permettre l'accompagnement d'artistes voilà, émergents. Exactement. Donc vous étiez un peu au démarrage de comment on va construire un parcours d'accompagnement pour aider les artistes et avec des liens avec le quartier pour faire vivre aussi le quartier. Pour l'accompagnement de jeunes artistes, mais aussi d'associations locales, et aussi mettre en valeur l'histoire du quartier, de la Goutte d'Or, qui est une riche histoire liée à l'immigration. Donc il y avait toutes ces missions, et donc il y avait des missions anthropologiques, c'était un peu en lien avec des études que j'avais faites, il y avait des missions de transmission, il y avait des missions artistiques, bon voilà, je ne l'analysais pas comme ça de façon si claire au départ, mais finalement ce lieu m'a permis d'utiliser beaucoup, je dirais, des compétences que j'avais acquises au fil des années à travers mes différentes activités. Donc j'ai commencé à travailler dans ce lieu comme ça, en travaillant effectivement sur l'action culturelle, puis de l'accompagnement, et puis après de la programmation. J'ai créé un festival qui s'appelle Magique Barbès, qui existe toujours, même si je m'en occupe plus depuis pas mal d'années, mais en tout cas, voilà, j'étais à l'origine de ce festival. Et puis après, je suis devenue directrice associée du lieu et responsable de la programmation. Et puis au fil du temps, je suis devenue un peu spécialiste dans le domaine de l'accompagnement et puis aussi de la musique. Et j'ai quitté ce lieu en 2019 pour prendre la direction artistique des festivals du Parc Floral à Paris. Et plutôt, du coup, travailler sur de la programmation jazz, mais aussi des programmations pluridisciplinaires, jeune public. Voilà, après j'ai fait de la production, je fais plein de choses. Mais ce qui est, en fait, je dirais pour moi, finalement, peu importe ce qu'on fait, en fait. C'est pas, je pourrais complètement faire d'autres métiers. Ce qui est important, c'est comment on continue à chercher, à s'animer, à garder du désir, de la curiosité, de l'énergie, du mouvement, en fait, dans ce qu'on fait, ne pas s'endormir, quoi. De l'intelligence sensorielle, que ça vibre. Et bien sûr. Comment ça, vous connectez à ça aujourd'hui? Comment vous faites vivre cette liberté sensorielle de cette petite fille qu'on avait sur la photo au départ? Comment il y a des pratiques? Alors, on a entendu la méditation, bon, mais qui n'est peut-être pas aussi structurée que d'aller faire 10 jours chez Vipassana. Peut-être que c'est plutôt une posture, une intériorité. Il y a d'autres choses aujourd'hui qui vous... J'expérimente beaucoup depuis quelque temps la TCAI. La TCAI, c'est la transe cognitive auto-induite de Corinne Sombra. De Corinne Sombra, avec qui je travaille. Donc c'est une autre façon d'explorer des choses que j'ai explorées beaucoup dans le passé avec d'autres chemins. La TCAI, voilà, il y a une propre technique, il y a un lieu, il y a une façon il y a toute une recherche aussi. C'est ça qui est intéressant aussi dans le travail de Corinne Sombra, c'est qu'elle a structuré ça aussi avec des chercheurs, des scientifiques. Donc c'est intéressant aussi d'expérimenter la transe dans un autre contexte, en fait. Et puis ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a des lieux, il y a aussi des groupes qui sont en autogestion, donc on se rencontre. J'ai rencontré plein de gens, beaucoup d'artistes. Moi, je suis surtout connectée avec des réseaux artistiques, bien sûr. Donc voilà, ça permet, ça crée un réseau nouveau et on expérimente ensemble. Donc je me suis retrouvée à nouveau dans un champ artistique où moi-même,
je redécouvre en fait mon, mes capacités artistiques, mes expressions artistiques, etc. Parce que pendant longtemps, finalement, j'étais plutôt autour, accompagnée des compagnies artistiques, mais j'étais pas moi-même dans le travail artistique. Et donc, voilà, je redécouvre ça à travers le dessin beaucoup, ces dernières là depuis 2 ans. Donc je me suis remise beaucoup à dessiner, je faisais ça beaucoup enfant, et donc là, c'est revenu comme ça grâce à la transe. Et puis l'écriture. Peut-être que ça serait bien peut-être de replacer Corinne Saumoin pour les gens qui ne connaissent pas. Corinne Saumoin, c'est une anthropologue, c'est une journaliste au départ, hein, musicienne, autrice. Elle a écrit pas mal de livres qu'on peut trouver un peu partout. Et puis elle-même a découvert la transe grâce à un reportage qu'elle faisait sur des chamans en Mongolie, ce qu'elle raconte dans ses livres. Et puis elle a découvert qu'elle était elle-même chamane, et puis elle a été initiée. Et voilà, ça c'est le point de départ de son histoire. Et ensuite, là où elle a une intuition assez vraiment intéressante et fédératrice aussi, je trouve, c'est qu'elle a réussi, en tout cas, à fédérer autour d'elle des scientifiques et des chercheurs pour sortir de la transe de son contexte uniquement traditionnel. Et quelque part, pour nous, un peu folklorique aussi. C'est-à-dire que bon, aller en Mongolie, rencontrer des chamans, ou d'ailleurs en Amazonie, etc. Tout ça, c'est quand même, voilà, c'est des parcours qui ne sont pas forcément donnés à tout le monde et qui ne sont pas forcément, je dirais, adaptés à tout le monde aussi. Donc elle a eu l'intuition que la transe, effectivement, était une capacité que tout le monde avait. Et qui pouvait être une grande ressource aussi pour chacun d'entre nous. Mais pour pouvoir, je dirais, valider son intuition, elle a réussi à convaincre des scientifiques de faire des recherches avec elle au départ. Et de mesurer. Voilà, et de mesurer, en fait, de façon très scientifique, en fait, avec des électrodes, etc., ce qui se passait dans son cerveau. Voilà, donc ça, c'est tout son truc, tout son parcours, j'encourage tout le monde à lire ses livres, c'est hyper intéressant. Et puis après, voilà, grâce à toutes ces recherches qui ont toujours lieu, notamment en France, mais aussi en Belgique beaucoup, et dans d'autres pays, elle a réussi donc à créer une unité de recherche aussi à Paris 8, avec un master autour de la transe, dans lequel il y a aussi beaucoup d'autres enseignants sur ces pratiques-là, et puis qui est plutôt destiné à des médecins ou à des psys, ou des gens qui sont en fait dans la thérapie. Et puis après, elle a ouvert aussi des stages aux artistes. Moi, je l'avais expérimenté beaucoup à mon époque, quand j'animais mes stages, par d'autres chemins, en fait, qui étaient d'autres chemins intuitifs et puis qui n'étaient pas scientifiques, entre guillemets. Mais c'est vrai que dans le théâtre, on touche souvent à ces états-là. Ça permet de se libérer de beaucoup de... Je dirais, il y a des vertus thérapeutiques, bien sûr, c'est pour ça que ça intéresse les scientifiques, parce que, voilà, c'est toute une partie de soi auquel la plupart du temps on n'a pas accès, et qui pourtant est accessible facilement à tout le monde. Donc en fait, pour l'instant, les éléments de recherche qu'elle a conduits ont permis de définir qu'on a dans le cerveau un espace de transe cognitive, oui, attesté par la science. Tout à fait. Et que cet espace, chacun, par un entraînement régulier, peut y avoir accès. Oui, tout à fait. Alors, cet espace, c'est le même quand on pratique la méditation. J'ai parlé de Vipassana. C'est le même espace. Voilà. L'accès à cet espace peut avoir plusieurs formes. Voilà, il n'y a pas qu'un chemin pour y venir. Elle a créé sa propre, je dirais, méthodologie qu'elle a TCAI, mais on peut y accéder par l'hypnose. L'hypnose, c'est vraiment les mêmes états qui sont mesurés. On peut y accéder par la méditation. En fait, si je comprends bien, c'est un peu squeezer le rationnel. Oui, en tout cas, c'est une bascule, oui. C'est une bascule du rationnel dans un autre espace du cerveau. Ça rentre dans le champ des sciences cognitives. Oui, complètement, voilà, c'est ça. Ce que j'entends dans votre parcours, c'est une forme d'alchimiste un peu, c'est-à-dire de l'art de transformer par des états modifiés de conscience, que ça permette de transformer aussi sa vie, c'est-à-dire d'actionner aussi des transitions, qu'elles soient professionnelles, et c'est là où ça peut
frôler le champ thérapeutique, c'est que ça aide à accompagner le changement. Oui, tout à fait. Dans des périodes de deuil, par exemple, peut-être on peut en parler. Oui. Oui, complètement. Bah, en tout cas, la transe, là, beaucoup. Moi, j'ai perdu effectivement mes parents cette année, mes 2 parents, de façon très rapprochée. Mais j'étais âgée et c'est vrai que c'est des choses. Enfin voilà, ça arrive à un moment donné, hein, c'est inéluctable. Mais bon, le savoir et être préparé, ça n'empêche pas qu'il faut vivre le deuil ensuite. Et la transe m'aide beaucoup, ouais. À vivre ça, ça accompagne beaucoup. Euh, En fait, je trouve que ça aide aussi à prendre de la distance par rapport à... En fait, c'est un mouvement, c'est un petit peu la même chose que dans finalement ce que j'expérimentais au théâtre. C'est une façon d'être à la fois dedans et dehors. C'est... Enfermé dehors, dirait Albert Dupontel. Enfermé dehors. Ouais, c'est pas mal, hein, mais je suis assez d'accord. Enfin, voilà, des gens ont écrit là-dessus. C'est ta frontière. C'est le propre de la transe. C'est exactement ça, mais je pense que... Et donc de l'expérimenter effectivement dans une codification comme peut le faire Corinne Sombrin ou Vipassana ou d'autres techniques de conscience modifiée, l'hypnose, etc. Permet quand même d'avoir un référentiel sensoriel pour le coup. Ouais. Et ce référentiel sensoriel, dans le non-repère, fait quand même un repère, puisque notre cerveau, il a quand même besoin de s'accrocher, on a besoin de lui donner quand même des formes de repères, de qu'est-ce qui est vécu, qu'est-ce qui n'est pas vécu, entre l'imaginaire, le virtuel, la fake news, et puis la réalité, le concret, et qu'est-ce qui fait qu'une chose est réelle. Oui, ouais, complètement. Dans les institutions culturelles, qui sont souvent décriées de justement à quoi sert cet argent de la culture, je trouve que c'est important quand même de souligner que c'est un espace sensoriel qui est à la frontière de la thérapeutique, parce que d'exprimer et de donner des permissions et d'explorer à n'importe quel âge que ce soit, on le voit le théâtre chez les enfants, les ados, en tout cas l'expression artistique est fondamentale dans la construction d'un individu, et que trouver des formes, des espaces pour permettre ça, les résultats n'est pas forcément visible immédiatement. Donc c'est sûr que ça peut être challengé, ça peut être remis en question quand il y a besoin de faire des coupes budgétaires. En général, on va les couper là où c'est le moins visible. Or, cette dimension invisible de la nourriture que ça permet pour la construction d'un individu ou dans des passages dans la vie, c'est fondamental d'avoir ces lieux-là. Et pour vous en tout cas, c'est l'approche que j'ai. Moi, je pense que voilà, les choses ne s'opposent pas. En tout cas, ce qui m'intéresse, moi, dans l'art et dans les démarches artistiques, c'est effectivement ces démarches-là qui ouvrent ces champs d'expérimentation, d'espace sensoriel, de tout ce qui permet de récupérer de l'attention sur soi, sur ses rêves, sur son énergie, sur ce qui fait de toi un être humain dans toutes ses dimensions. Pour moi, l'art est le chemin privilégié pour y accéder. Il y a à nouveau ces tentations vers la dictature, l'autoritarisme. Donc, plus que jamais, en plus comme on a une époque où il y a des machines à bouffer l'attention qui ont été mises en place, surpuissantes, qui sont les réseaux sociaux, qui n'existaient pas avant, il faut encore plus mettre de l'énergie. Pour moi, l'argent public, il doit servir aux gens, il doit servir à libérer les gens, à libérer l'émotionnel, à libérer la sensibilité, à libérer le rêve, à libérer le cœur, le mouvement. Alors c'est sûr que les États, quand ils sont trop autoritaristes, ils ne mettent pas ça en valeur, hein, ça c'est sûr. Mais peu importe en fait, même s'il n'y a pas d'argent public pour le faire, les artistes le feront toujours. C'est ça qui est rassurant. Un artiste, il fonctionne même sans argent. Je coprogramme aussi le cycle Musique et Môme au musée d'Orsay. Musique et Môme. Oui, le musée d'Orsay, en fait,
bon, aussi, à beaucoup de programmation en fait. C'est un lieu qui a un auditorium qui est super et qui a lieu une fois par mois, en lien en général un peu avec les collections ou les expositions temporaires. Et c'est un spectacle jeune public, voilà. L'idée, c'est effectivement d'éveiller les enfants à la musique et au récit, en fait, divers récits, et puis en même temps de les amener à découvrir des œuvres au musée d'Orsay, mais un peu différemment. Voilà, et puis après, moi je travaille toujours aussi avec des artistes, donc je fais de l'accompagnement, du coaching sur différents projets. Et puis reprendre avec d'autres partenaires un lieu à Fontenay-sous-Bois qui s'appelle Le Comptoir. C'est un club plutôt dédié, enfin un club, une salle de concert dédiée au jazz, aux musiques du monde, et qu'on va ouvrir en fait à quelque chose d'un peu plus large. Voilà, des projets pluridisciplinaires. Si on revient à cette photo du départ de vous, enfant, et que vous regardez cette petite fille dans les yeux, est-ce que vous êtes fière de ce que vous avez fait d'elle? Oui, j'ai beaucoup d'amour pour cette petite fille. Je suis très en contact toujours avec elle. Et ouais, je suis très fière de ce qu'elle a accompli et de ce qu'elle continue à accomplir. Elle vit toujours en moi. Je l'explore beaucoup à travers mes dessins maintenant, cette petite fille. Elle existe beaucoup dans mes dessins. Elle dessinait déjà à l'époque? Ouais, Ouais. bah, c'est l'époque où je dessinais beaucoup. Après, j'ai arrêté un peu, mais j'ai beaucoup dessiné quand j'étais enfant. Et aujourd'hui, elle revient beaucoup dans mes dessins. Et en fait, c'est elle qui me chuchote tout, hein, finalement. En fait, c'est l'art d'être à l'écoute d'elle Voilà, qui mais savait regarde, déjà mais... beaucoup de choses. Mais je pense qu'elle savait déjà tout. Moi, j'ai passé beaucoup de temps à essayer de retrouver ce qu'elle avait déjà, ce qu'elle maîtrisait Capté. déjà parfaitement, ce qu'elle avait capté, hein, la liberté qu'elle avait d'exprimer les choses. La clé, le secret, c'est le corps. C'est l'essence. Tout est là, en fait. Les empreintes sensorielles. Les empreintes sensorielles. Enfin, la lecture des c'est pour ça que empreintes. j'adore tout ce qui est facile d'accès. Tout est accessible. Moi, quand j'ai transmis des trucs à des gens, c'était toujours des choses qu'ils pouvaient faire tout seuls. Parce que j'ai compris, en fait, aussi dans mes différentes rencontres, explorations, que tous les rapports de pouvoir qui m'ont beaucoup intéressée, parce que moi-même, j'ai beaucoup lutté avec ça, de par mon histoire que j'ai racontée, la secte, etc., ça repose uniquement sur le fait de rendre les gens dépendants. À partir du moment où tu montres aux gens les clés de l'autonomie, c'est fini, en fait. Il n'y a plus de rapport de pouvoir contraignant. Et c'est ce que les États ont compris aussi, d'une certaine façon. Donc il faut... C'est pareil avec les artistes. Moi, quand je travaille avec des artistes, j'essaye plutôt de les renvoyer à leurs propres rêves. Je ne sais pas celle qui sait, machin, tout ça. Même là, je me nomme directrice artistique indépendante, mais bon... ça veut rien dire au final, on n'en a rien à foutre. Non, mais vrai, ça veut rien dire. Petite fille indépendante. Voilà. On n'a qu'à dire ça. C'est ça. Merci Danielle de Merci, cette magnifique petite fille devenue bien grande et toujours aussi charmante dans sa disponibilité. Merci beaucoup. Merci Emmanuel. Et voilà que s'achève le dernier épisode de l'année 2025 avec cette idée forte que l'art n'est ni un luxe ni un divertissement, c'est une force de transformation, un acte de résistance, un chemin de reconquête de l'attention et de la liberté intérieure. Dans un monde saturé de bruit et d'injonctions, choisir de sentir, de créer et de ralentir est un geste profondément écologique. Alors pour ce dernier épisode de l'année, je vous souhaite de préserver votre attention, d'oser l'écoute, et de faire de l'art, quel qu'il soit, un espace vivant de vérité et d'émancipation. Merci d'avoir cheminé avec Sensoscopie. Je vous laisse méditer tranquillou à l'écoute de votre intelligence sensorielle unique, cette précieuse boussole qui guide vos pas à pas, petit pas par petit pas, et tralala, long l'air, et tralala, long la.